On pense tous pouvoir repérer un menteur. Pas vrai? Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On nous ment tout le temps. Alors comment on s'y retrouve? C'est justement la question au cœur du livre fascinant du psychologue Paul Ekman, Je sais que vous mentez. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va plonger dans l'anatomie du mensonge. D'abord, on va voir que mentir, c'est universel. Ensuite, on va regarder les deux grandes stratégies, dissimuler ou carrément inventer. Après ça, on va jouer les détectives en traquant les fuites d'émotions, surtout sur le visage. Et pour finir, on verra les pièges à éviter absolument pour ne pas accuser un innocent à tort. Allez, c'est parti. Ok, commençons par le commencement. Le mensonge, c'est partout. Mais pour vraiment comprendre sa puissance, on va partir d'un cas extrême. Un cas où un mensonge a des conséquences de vie ou de mort. Il s'agit de l'histoire de Marie. Marie, c'est une patiente de 42 ans et elle est hospitalisée après une très sérieuse tentative de suicide. Et pourtant, face à son médecin, elle réussit à le convaincre que tout va mieux. Elle ment. Pourquoi? Pour une seule raison, obtenir une permission de sortie pour le week-end. Et son intention, en réalité, c'était de réessayer de mettre fin à ses jours. Et c'est là que ça devient intéressant. Le mensonge de Mary, ce n'est pas juste cacher la vérité. Elle ne s'est pas contentée de taire son désespoir. Non, elle a dû créer une fausse réalité, inventer de toutes pièces un bien-être. Et ça illustre parfaitement les deux grandes manières de mentir. La première option, la plus courante, c'est ce qu'on appelle la dissimulation. En gros, c'est simple, on se tait. On ne dit rien de faux, on garde juste pour soi une information cruciale. C'est le fameux mensonge par omission. Et puis, il y a la deuxième méthode, beaucoup plus active, feindre. Là, on change complètement de niveau, on ne se contente plus de cacher des choses, non, on passe à l'offensive. On invente, on construit une histoire de A à Z et on la présente comme la pure vérité. C'est un vrai travail d'acteur, en fait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, un menteur va préférer dissimuler. C'est plus facile, il n'y a rien à inventer, et puis ça donne moins mauvaise conscience. Mais voilà, parfois on n'a pas le choix. Pour inventer une excuse bidon pour partir d'une soirée, ou dans le cas tragique de Marie, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut feindre. Sauf que voilà, mentir, ça n'est jamais anodin, même pour le plus aguerri des menteurs. Parce qu'en mentant, on déclenche un tourbillon d'émotions à l'intérieur de soi. Et c'est là, bien souvent, que tout peut basculer. En général, il y a 3 grandes émotions qui entrent en jeu quand on ment. D'abord, et c'est la plus évidente, il y a la peur d'être démasqué. Ensuite vient la culpabilité, le fait de savoir qu'on trompe quelqu'un. Et puis, parfois, il y a un troisième sentiment, un peu plus trouble. C'est le plaisir de s'en sortir, la jubilation d'avoir réussi son coup. Toutes ces émotions, la peur, la culpabilité, ou même cette petite excitation, elles ne restent pas sagement à l'intérieur. Elles bouillonnent, et elles ont besoin de s'échapper. Elles vont fuiter, en quelque sorte, à travers la partie la plus expressive et la plus difficile à contrôler de notre corps. Une petite idée de ce que c'est? Alors, si on veut déceler une émotion cachée, où est-ce qu'on doit regarder en priorité? Quelle est la source la plus fiable? Eh bien, c'est le visage. C'est assez fascinant parce que le visage est un champ de bataille. Il essaie de raconter l'histoire inventée, mais en même temps, il laisse transparaître la vérité que la personne veut désespérément cacher. Et c'est là qu'on touche à un concept absolument génial développé par Ekman, les micro-expressions. Qu'est-ce que c'est? Imaginez des flashs d'émotions pures, des expressions faciales ultra brèves, complètement involontaires. Ça dure moins d'un 25e de seconde. C'est un éclair d'angoisse sur le visage de Marie, par exemple, qui aurait pu trahir son mensonge. Le truc, c'est que ça va tellement vite que la plupart des gens ne les voient même pas. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on repère un indice qu'on a démasqué un menteur. Et c'est là qu'on entre dans la zone la plus dangereuse, l'interprétation. Le plus grand piège de tous, c'est ce qu'Ekman nomme l'erreur d'Othello. C'est quoi cette erreur? C'est de voir quelqu'un de stressé qui a peur et de se dire « Ah ah, c'est la preuve qu'il ment !» Sauf que non, une personne innocente qui a simplement une peur bleue de ne pas être crue va montrer exactement les mêmes signes de stress. Et cette citation l'illustre parfaitement. Pensez-y, une femme accusée à tort d'infidélité par son mari. Bien sûr qu'elle va avoir peur en niant. Sa peur, son angoisse, ça va ressembler comme 2 gouttes d'eau à la peur d'une femme coupable qui se fait prendre. Et c'est ça, le piège terrible de l'erreur d'Othello. Et puis, il y a un autre piège, mais cette fois, c'est nous qui nous le tendons. Ekman appelle ça la cible consentante. C'est quand, au fond, on veut être trompé. On veut tellement croire aux belles promesses que l'on devient aveugle à tous les signaux d'alarme. L'exemple historique, c'est Chamberlain qui voulait à tout prix croire aux promesses de paix d'Hitler. Dans ces cas-là, le travail du menteur devient un jeu d'enfant.
Finalement, tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans nos relations, dans la société, est-ce que la vérité est toujours préférable au mensonge? Est-ce que démasquer chaque tromperie est vraiment le but? La réponse est loin d'être simple et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir.